Alors, on va poursuivre. Originaire de Buckingham, notre prochain conférencier, M. Maxime Pedneau-Jobin, est détenteur d'une maîtrise en développement régional de l'Université du Québec en Outaouais, dans laquelle il a étudié l'évolution de la relation entre l'Outaouais et Ottawa. Impliqué depuis longtemps dans sa communauté, il a été élu conseiller municipal de Buckingham en 2009, puis maire de Gatineau le 3 novembre 2013. Donc, M. Pedneau-Jobin assume depuis 2017 la présidence du caucus des maires des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec, une fonction stratégique pour influencer la relation entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Sa conférence d'aujourd'hui aborde le sujet des choix difficiles en aménagement du territoire au cœur de notre réponse au changement climatique. Nous sommes à l'écoute, M. Pedneau-Jobin. Bonjour à vous tous, vous m'entendez bien? Oui. Salutations, ça me fait plaisir de participer ce matin. Je vais vous parler de trois choses. D'abord, le contexte de Gatineau qui, en termes de changement climatique, est quand même assez exceptionnel. Ensuite, je vais vous parler de garde-fous, en tout cas, comment se protéger contre nous-mêmes et quelques outils à notre portée ou des outils qu'on peut améliorer pour faire face à la situation dans laquelle on se trouve. D'abord, Gatineau. Gatineau, c'est la 4e ville au Québec. On a à peu près 300 000 citoyens et citoyennes. On est à l'extrême sud-ouest du Québec. On est une grande ville, c'est-à-dire on est étalé sur 61 km. On a plusieurs centres urbains et on a 4 rivières, plusieurs lacs, en tout cas une ville superbe. Mais dans les 4, on a eu 4 crises majeures en 4 ans. On n'est pas les seuls à vivre la COVID. Mais en 2017, il y a eu des inondations où on a 4000 sinistrés à Gatineau. Pointe-Gatineau était le quartier le plus touché au Québec. Je pense qu'à Gatineau, on avait 40 de tous les sinistrés du Québec. L'année suivante, on a eu une tornade qui a affecté 950 ménages, détruits ou maganés, là, ou endommagé 2400 logements, 3332 édifices. L'année d'après, on est retourné en inondation avec, cette fois-là, moins de sinistrés, 2000 sinistrés, mais si on en avait moins, c'est parce qu'on avait des centaines de maisons qui avaient été détruites entre les premières et les deuxièmes inondations. Au milieu de tout ça, croyez-le ou non, on a eu 3 des 5 plus gros épisodes de pluie diluvienne des 100 dernières années. Et comme tout le monde, on a vécu des hivers absolument spectaculaires où on avait des épisodes de gel et dégel. Je pense qu'on a eu 72 un hiver là, qui font que c'est extrêmement difficile même de gérer la ville, là, de gérer l'hiver. On devrait avoir chez nous absolument tous les arguments en main pour prendre conscience des changements climatiques et pour, comme conseil municipal, prendre des décisions courageuses puis cohérentes. Monsieur Pedneau-Jobin, oui. Excusez-moi, on a mis un mauvais PowerPoint. Reprenez, puis tout est beau. Donc, excusez-moi de vous avoir interrompu. Je ne reprends pas du début là, quand vous non, me dites non, reprenez à ce moment-ci, c'est parfait. Parfait, merci. Puis là, je voudrais faire écho à ce que M. Gariepi disait en disant qu'il faut voir au-delà de notre ville. Je voudrais faire écho à ce que M. Paradis disait en disant qu'il faut avoir du courage. Moi, j'aime pas ça parler contre ma ville, là, ça fait que j'espère que les gens de Gatineau me pardonneront, mais je veux vous raconter une anecdote qui, pour moi, est révélatrice des dangers qui nous menacent. 2017, ça a été terrible à Gatineau. Je vous l'ai dit, 4000 sinistrés, les gens perdaient leur maison. Ça a été extrêmement difficile. En souffrance humaine, en coût pour la ville, en coût pour les citoyens d'abord, mais je dirais surtout de la souffrance. Bon, 4 mois après les inondations, on a un concessionnaire qui a proposé de construire un immense concessionnaire en zone inondable à quelques dizaines de mètres du quartier qui était le plus touché de Gatineau, en plein dans une zone d'expansion naturelle de la rivière. Il faut que l'eau aille à quelque part, elle était allée là. Les sinistrés n'avaient pas fini de démolir leur maison. Évidemment, ils n'étaient pas revenus chez eux. Puis le quartier, à certains égards, ressemblait à une zone de guerre parce qu'il y a des rues là, où il y avait 20 maisons, il en restait 2. C'était vraiment dur de voir ma ville comme ça. Bon, en 4 mois des inondations, on a voté au conseil, puis j'ai perdu le vote. C'est-à-dire qu'on était à l'aube d'une campagne électorale.
mes adversaires voulaient me positionner et mon parti comme des gens qui étaient contre le développement économique. Et ils ont voté pour construire un concessionnaire en zone inondable. Et ça, pour moi, ça représente la menace qui pèse sur nous au municipal. Puis la menace, c'est un peu nous-mêmes. C'est une des grandes beautés du monde municipal, c'est qu'on est près du terrain, on est près de notre monde, mais on est aussi plus influençable dans certains dossiers. Et heureusement, il y a eu une élection il faut 2 votes pour faire un vote comme ça parce que c'était un changement réglementaire. Puis il y a eu une élection entre les deux, on a gagné le 2e vote, ça fait qu'ils n'ont pas été construits. Heureusement pour eux, parce que le même terrain a été complètement inondé 2 années plus tard. Je vous dis tout ça parce que, puis là, je ferai référence un peu à l'Alliance Ariane, moi aussi, comme M. Paradis. Si on ne se donne pas des outils collectifs pour se protéger contre certains élans comme celui-là, comme certaines dynamiques comme celui-là, on ne protégera pas notre territoire, on ne sera pas capable de faire face, de donner une réponse solide au changement climatique en matière d'aménagement du territoire. Et moi, ça me fait un peu mal au cœur de parler comme ça parce que je suis un très grand défenseur de l'autonomie municipale, mais il faut trouver une façon d'avoir des objectifs nationaux, d'avoir des règles nationales qui nous protègent un peu contre nous-mêmes, tout en nous donnant juste assez de marge de manœuvre pour qu'on adapte qu'on soit capable de faire des choix locaux qui respectent la réalité locale. Mais il y a une différence entre respecter la réalité locale puis saccager la zone inondable, si je le mets en termes un peu crus. Et c'est la même chose dans le dossier des inondations de ce qui est en train de faire le projet de loi 67. Il faut chercher une cohérence dans l'ensemble des mesures qu'on met en place parce que l'eau ne reconnaît pas les limites administratives. Quand il y a une inondation, il faut que ce qui se passe à Gatineau soit cohérent avec ce qui se passe à Laval. En tout cas, ce qui se passe à Gatineau peut influencer Laval pas mal, et ce qui se passe au nord de Gatineau peut nous influencer à cause des 4 rivières qui nous irriguent. Il y a des outils à notre disposition qui peuvent être utilisés pour lutter contre les changements climatiques. Je vais commencer, parce que le temps est court, là, par celui qui, pour moi, est le plus fondamental. Puis encore une fois, M. Paradis en a parlé, c'est la fiscalité. Nous, là, on dépend à 87 % de la taxe foncière à Gatineau. On a une fiscalité qui est complètement déconnectée de notre réalité. La fiscalité est basée pour le service à la propriété, donc aqueduc, égout, asphalte, puis des fois un petit peu bibliothèque. Ça, c'était ce qu'on faisait il y a 150 ans. Alors qu'aujourd'hui, la majorité de nos services sont des services à la personne. On est le plus grand diffuseur de culture, on est le plus grand diffuseur de loisirs. Le développement économique se passe chez nous. Dans la crise de la COVID, on parle d'itinérance. Ceux qui parlent, c'est les maires. Donc, on a beaucoup de responsabilités et une fiscalité qui ne nous permet pas d'y répondre. Donc, on se berce d'illusions en disant que si on construit plus de maisons, ça va nous permettre de payer les factures, qui est assez bien documenté que ça ne marche plus. C'est-à-dire que même la fiscalité traditionnelle n'arrive pas à couvrir nos besoins en infrastructure. Juste à Gatineau, on a un rattrapage de 1,3 milliard à faire. Et pendant ce temps-là, on a un rattrapage qui est moins bien chiffré pour nos bibliothèques, puis pour certains services de loisirs, puis pour des services aux aînés. Ça fait qu'on est dans un cul-de-sac, donc une pression énorme pour qu'on fasse juste développer, ouvrir le périmètre urbain pour essayer d'aller chercher des revenus, ce qui est à peu près la pire chose qu'on puisse faire en matière d'aménagement du territoire. Puis, tu sais, pas toujours, c'est pas absolu, mais notre fiscalité, c'est ce qui nous nuit le plus. Puis, je continue avec des chiffres, c'est 1,3 milliard de rattrapage en infrastructure. Pour les infrastructures actuelles, là, je n'ai pas parlé de la facture pour s'adapter au changement climatique, pour faire face aux futures inondations. Donc, il y a là une menace absolument en fait, immense dans le monde municipal. Si on ne réforme pas la fiscalité, les gens vont continuer de penser que construire des maisons, ça nous enrichit. Puis à court terme, les maires et mairesses ont raison, mais à long terme, ça ne marche pas du tout parce qu'on ne reçoit même pas assez de taxes pour entretenir la rue, aqueduc, égout, tout ça. Mais en plus, il faut qu'on donne des activités en tout genre aux gens. Fait que c'est une urgence de réformer notre fiscalité. On a une idée qu'on a travaillé à Gatineau qui s'appelle les frais de croissance. Ça se fait un peu partout en Amérique du Nord. On est en discussion avec le gouvernement du Québec pour essayer de faire une réglementation qui va marcher parce que notre premier règlement a été
a été, je ne sais pas comment on dit ça, là, mais invalidé par la Cour. On est en train d'essayer de corriger ça, mais ça se fait, même nos voisins à Ottawa. À Ottawa, si tu construis au centre-ville, ça te coûte un certain montant par porte, qui est très, très cher, qui n'est pas cher. En fait, il y a à peu près pas de frais au centre-ville. Mais plus on s'éloigne du centre-ville, ça peut aller jusqu'à 35 000 par porte de frais de croissance. Donc, si vous voulez être loin, ça coûte plus cher, puis ça permet à la ville d'offrir les services et ça décourage en fait la construction en périphérie. C'est ce genre d'outils-là d'éco-fiscalité qui ont un potentiel immense et qu'on doit se donner dans le monde municipal. Puis, il me reste assez de minutes de secondes pour vous parler d'autres outils qui sont déjà en place, que certaines villes font, mais qu'on peut faire de façon plus importante. C'est changer nos devis normalisés pour faire ce que nous, on appelle notre politique de rue conviviale. Donc, de déjà aménager le territoire pour que ça soit plus favorable aux piétons, aux vélos, au transport actif en général. Donc, des rues souvent moins larges. Mais ça, avant, on y allait à la pièce, on faisait un nouveau projet, puis on disait, OK, on met des vélos. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se faire une politique pour que l'ensemble de nos choix d'aménagement de rues tiennent compte de la nécessité d'avoir des rues qui favorisent le transport actif, le transport collectif. Donc, ça, on peut le faire tout de suite, puis on peut s'inspirer les uns des autres. Et ça va vraiment vite. Là. Donc, je conclurai en disant que pour moi, ça prend une vision nationale, ça prend des règles pour tout le monde, ça prend des garde-fous pour qu'on se protège un petit peu contre nous-mêmes parce qu'il y a une urgence, puis on ne peut pas se permettre quand le vent souffle, de changer d'idée par rapport au changement climatique parce qu'on a un beau projet sur la table. Il faut qu'on ait des outils pour être rigoureux puis cohérents. Merci. Merci, M. Pedneau-Jobin. En effet, il y a beaucoup de choses à dire. Bien, justement, on va vous garder avec nous. Vous allez participer à la table ronde plus tard cet avant-midi. Donc, on va pouvoir aller plus loin dans les sujets que vous avez envie d'aborder avec nous et qui sont tellement intéressants et pertinents. Merci beaucoup. Merci. Alors, notre